Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors voilà, comme promis, à la fin de cette année 2013, je vais répondre aux questions que l'on m'a envoyées sur mon compte Facebook, sur mes pages, différentes pages Facebook, et par email. Donc voilà, je vais essayer de répondre. Donc je vais probablement faire plusieurs vidéos parce que j'ai mis en tout cas plusieurs thèmes. J'espère que ces réponses vont vous satisfaire et que cela va vous permettre de peut-être d'en savoir un petit peu plus sur mon travail et sur peut-être, vous allez voir en fonction des questions, j'ai catégorisé sur des questions plutôt intéressantes, des questions complètement connes et des questions d'ordre un peu plus général sur lesquelles je me demande toujours pourquoi on me les pose parce que je ne suis personne d'intéressant ni d'important sur peut-être autre chose que ce dont je me préoccupe. Alors, on va commencer par les questions plutôt intéressantes. Alors, voilà, on me pose la question, est-ce que tu manges toujours du Nutella? Alors j'ai répondu à cette question dans une vidéo avec Gilles Lartigot relativement récemment. Vous la trouverez si vous allez sur le site de Gilles Lartigot qui est Heavy Metal Food ou si vous allez si vous faites un Google. Alors pour répondre, de moins en moins et de toute façon j'ai jamais vraiment aimé ça depuis que le cacao a été remplacé par de l'huile enfin de palme et des huiles des graisses en fait qui ne sont plus de la pâte de cacao. Donc le goût n'est plus comme celui de mon enfance et n'est plus génial et puis c'est moins bon pour la santé. Néanmoins, comme je l'écris dans mon livre, ça peut être utile d'avoir quelques pots ou quelques tablettes de ce que vous aimez, j'allais dire de chocolat, si vous aimez le chocolat. Dans votre stratégie de survie, avoir un tout petit peu de nourriture que vous considérez nourriture, ce que j'appelle de confort, c'est-à-dire que lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous n'êtes pas bien, avoir de la nourriture qui vous amène certains réconforts, ça peut valoir la peine. Alors probablement, ce sera le sujet d'un de mes prochains livres, dans la nutrition, nous devons apprendre à être bien avec une nourriture saine. Et donc c'est étonnant que c'est comme ça, nous avons grandi en étant habitués à une partie de notre nourriture qui est malsaine. Et c'est étonnant, mais ça a été mon cas. C'est toujours mon cas, j'imagine, dans une certaine mesure, où une partie de cette nourriture qui est malsaine pour nous, en fait, nous amène du confort. Voilà. Donc, non, j'en mange de moins en moins. Enfin, tout ça, vous allez voir, je vais l'expliquer dans mon prochain livre. Voilà. Alors, autre question, j'ai vu vos vidéos en livre, mais j'ai pas vu votre livre et j'ai une question. Alors, j'arrête tout de suite. Ça sert à rien de uniquement regarder les vidéos que je fais en ligne. Alors, je sais que je fais beaucoup de vidéos. J'ai même mis certaines de mes conférences en ligne. Mais mes conférences ne remplacent pas la lecture de mon livre. Alors, c'est pas juste parce que j'ai envie que vous achetiez un livre et que je gagne ainsi 1 euro ou 2 euros sur chacun de mes livres. Ah, bien sûr, mais enfin, vraiment, si vous pensez que ce que j'écris peut vous aider, il faut lire le livre. Et après, oui, bien sûr, on peut avoir des questions, etc. Mais je vous assure que mes conférences, bien qu'elles soient longues, et souvent je peux parler même pendant 4 5 heures, elles ne sont qu'une fraction de ce que j'écris. Et donc je vous encourage tout d'abord de lire mes livres, ensuite de vous abonner sur ma chaîne Facebook. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Facebook, mais c'est pas grave, vous prenez un pseudo et vous y allez. Et ce que vous faites, c'est que vous retournez en arrière, vous redescendez sur tous les messages que j'ai pu faire. Alors vous allez voir, certains sont un peu déconnants, certains sont rigolos, mais la plupart sont des liens, des articles qui vont plus loin, qui permettent d'approfondir certains domaines et qui permettent d'aller plus loin dans votre recherche d'informations, dans votre recherche simplement de comment vous pouvez acquérir les compétences, acquérir les outils pour vous préparer mieux à survivre à l'effondrement économique ou à des problèmes d'effondrement de la normalité ou de rupture de la normalité dans une société encore normale. Voilà. Donc, je vous encourage d'aller sur ma page Facebook. J'ai un compte Twitter, mais je l'utilise jamais parce que ça me gonfle. Moi, j'aime bien écrire longtemps, j'aime bien parler longtemps. Donc, je n'utilise pas mon compte Twitter. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais le faire, mais moi, j'aime pas l'immédiateté. C'est comme le téléphone. Je déteste qu'on me téléphone. C'est comme Skype. N'essayez pas de me contacter à Skype à moins que je vous le demande ou à moins que vraiment j'accepte. La plupart du temps, j'accepte pas. Les gens veulent se connecter avec moi en Skype, je les refuse parce que je n'aime pas parler au téléphone. Je déteste ça, ça date de mon travail. Pour moi, le téléphone, c'est un outil de décision. On explique les choses par écrit,
Si c'est vraiment très compliqué, alors effectivement, il faut faire un rapport visage à visage, donc face to face, où on se parle. Mais la plupart des choses sont simples, il suffit de les expliquer par écrit et ensuite on décide peut-être par téléphone. Et c'est court. Moi, je n'aime pas parler au téléphone. Ça, c'est un gros problème que j'ai avec ma maman. Ma maman aime bien me parler au téléphone. Moi, je ne supporte pas, donc je coupe court, donc on s'énerve. Maman, je t'adore, je t'aime, mais j'aime pas parler au téléphone. Voilà, même avec mon épouse et tout. Je suis content que mes enfants sont comme moi. Ils détestent parler au téléphone, donc c'est très bien. Donc on n'a pas besoin de se téléphoner tous les soirs quand je voyage. Je les aime bien quand même, mais ça me gonfle de parler avec les gens. Voilà. En revanche, j'aime bien passer du temps de qualité avec les gens, et comme certains d'entre vous le savent, j'accepte relativement volontiers, si j'ai le temps, de prendre un café, de rencontrer des gens lors des conférences, je suis très disponible, etc. Mais voilà, je délimite le temps dans lequel je suis très présent avec les gens, et après je passe à autre chose, je suis très intense dans le moment présent. Pour tous ceux d'entre vous, mesdames et messieurs, qui pratiquez le sexe, et j'espère que vous êtes nombreux, j'espère que vous le pratiquez immensément souvent, eh bien, vous savez à quel point il vaut mieux être présent dans cet instant-là, sinon ça sert à rien. Si pendant que vous êtes en train de tirer un coup, vous êtes en train de penser à laver votre bagnole ou alors à la liste des courses de demain, probablement vous n'allez pas apprécier ce qui se passe. Et si vous êtes un mec, bah voilà, bon, en général, les mecs, c'est plutôt l'inverse. Ils pensent au sexe pendant qu'ils font des courses, ils pensent au sexe pendant qu'ils se lavent les dents, ils se pensent au sexe tout le temps. Donc c'est un peu différent pour les mecs. Enfin, nous, entre hommes, on se comprend, on est tout le temps là-dessus. Bon, je m'égare depuis cette question, mais enfin, c'est intéressant aussi. Alors, d'après tes informations, sommes-nous beaucoup à être prévoyants ou survivalistes, voire autosuffisants? Alors, difficile de répondre, j'allais dire oui et non. Oui, nous sommes nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prévoyants, autosuffisants, sans jamais avoir entendu parler du survivalisme, sans avoir jamais eu besoin de lire mes livres. Et ces gens-là, c'est souvent des gens qui vivent dans la ruralité, qui ont une profession souvent rurale, agricole, etc. Donc il y en a encore beaucoup dans le monde. Alors ça reste une proportion très faible de la population. En Europe, c'est probablement 1, 2, 3% des gens. Et ces gens-là, par nature, sont assez autonomes. Alors malheureusement, l'agriculteur, il devient de plus en plus un ingénieur, un industriel, voire un trader en bourse, et éventuellement un gestionnaire d'un grand domaine agricole, donc ça devient industriel, mais il reste encore des personnes autonomes. Ensuite, il y a les gens qui en font ça depuis de nombreuses années, il y a toute une frange de la population, des écolos très intègres à mon sens, qui ont quitté un peu les grandes villes, qui vivent de plus en plus loin, qui sont capables d'avoir développé leur autonomie, leur indépendance, en tout cas dans une certaine mesure. Et voilà, donc ils sont très très bien. Ensuite, parmi les gens qui ont démarré, on va dire, ces 10 dernières années, parce qu'ils ont compris que nous allons vers des graves problèmes, ou alors simplement qui se disent être prévoyants, c'est d'avoir un petit peu de réserve, un petit peu de stock et de se préparer un petit peu, eh bien, il y en a. Il y en a de plus en plus, et je suis très heureux, si j'ai pu contribuer avec mes livres, à aider les gens à soit prendre conscience qu'il faut avoir une certaine réflexion quant à l'autonomie et la prévoyance, ou améliorer ce qu'ils faisaient déjà, ou prendre plus conscience des points, des 7 points qui me semblent essentiels, sans lesquels vous êtes déséquilibré. Et le déséquilibre peut vous coûter cher, et en cas de problème, en cas de crise, voire d'effondrement. Alors, autre question, au sujet des bases autonomes durables, n'est-il pas trop tôt pour les stocks de conserve? Alors, en ce qui concerne les conserves en tant que telles, non, allez-y tout de suite. D'abord, c'est parce que ça dure très très longtemps, et ensuite, il n'est jamais trop tôt pour se préparer. D'abord, ça peut arriver demain matin, une crise lourde peut arriver demain matin. Il se peut très bien que demain, vous ayez une crise locale, une crise régionale, un problème de climat, des inondations, des incendies, enfin, que sais-je, les ruptures de la normalité, ça peut arriver tout le temps, ça arrive tout le temps, ça peut arriver à tout endroit, et c'est bien pour ça que vous avez des assurances. Alors évidemment, euh, l'idée d'une assurance dans un monde normal, c'est que assez vite, vous êtes capable de retomber sur vos pattes, et puis on peut vous aider, et donc ça va. Mais dans une situation difficile, même l'assurance, elle sera lente à s'occuper de vous, et vous allez être démuni, et donc vous allez souffrir, vous allez avoir le manque, et voilà, donc pour vous et votre famille, ça vaut la peine de se préparer tout de suite. Immédiatement. Alors ça veut peut-être pas dire d'avoir 1 an de stock de nourriture en boîte de conserve, puisque la question était sur les boîtes de conserve, qui, je vous rappelle,
ne sont que très lentement périssables, hein. Les boîtes de conserve, ça dure des décennies. Alors évidemment, il y a une date d'expiration dessus qui est à 3-4 ans parce qu'ils sont bien obligés, puis parce que surtout ils veulent que vous les consommiez pour que vous en rachetiez. Mais une boîte de conserve, alors évidemment, ne me faites pas un procès si vous mangez un truc avarié, parce que normalement, ça se voit hein, quand c'est avarié, la boîte de conserve, elle commence à gonfler ou elle a des fuites, ça, il faut les jeter. Mais une boîte de conserve, ça peut durer 10, 20, 30, 40 ans. Il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas de bactéries qui rentrent, que ça aille mal. Alors ensuite, évidemment, si vous trouvez des boîtes de conserve de la Deuxième Guerre mondiale, bah, peut-être que vous les gardez comme souvenir, mais peut-être que vous ne les mangez pas. Encore que... Et puis peut-être que les nutriments à l'intérieur, et certainement la texture, seront moins bons après une longue période de temps. Mais voilà, les conserves, ça dure longtemps. En tout cas, la question, c'est pas est-ce que je dois attendre la dernière minute. Ça, c'est la pire des conneries. Si vous attendez la dernière minute pour faire vos préparatifs, vous ne serez pas prêt. Vous serez en plus surpris et vous risquez d'être énervé. Donc moi, je vous conseille de tout cœur de vous préparer le plus tôt possible, maintenant. D'ailleurs, arrêtez la vidéo, allez, reprenez après. Allez, allez. Bref, et donc de vous préparer parce que ce qui est fait n'est plus à faire et donc c'est jamais trop tôt. Il faut vraiment réfléchir intelligemment. Alors justement, dans mon livre, enfin dans Rue Barbare avec Wall West et dans Survivre à l'effondrement économique, on explique un petit peu la marche à suivre parce qu'on essaie de donner une certaine logique, un certain processus qui vous permet d'aller le plus vite possible, le plus efficient possible. Et on mâche assez le travail, c'est bien, de manière à ce que vous alliez le plus vite possible pour préparer votre réserve et puis surtout développer vos outils et compétences pour votre autonomie. Alors ensuite, la meilleure question que j'ai reçue, c'est où en es-tu dans ta propre base autonome durable par rapport à tes 7 éléments que tu décris dans ton livre? Et ça, c'est une très très bonne question et on m'a jamais posé parce que peut-être les gens s'imaginent, à tort, que moi j'ai une perfection absolue, que ma préparation elle est définitive, qu'elle est prête, etc. Alors, pas du tout. Alors, je ne suis pas le cordonnier proverbialement mal chaussé du tout. Je pense être très très bien préparé. Alors, si je veux prendre les 7 éléments un par un, alors tout d'abord, ma base autonome durable, en fait, j'en ai pas qu'une seule en réalité, mais enfin, celle que j'ai, qui est à moi et qui est mon premier plan de problème en cas de grosse crise, elle est à ma ferme. Ensuite, je loue un appartement en ville. Et dans cet appartement en ville, l'idée c'est que je le quitte en cas de crise, voire même, j'espère, avant la crise. J'espère que dans quelques années, on n'a plus besoin de travailler en ville et donc on n'a plus besoin de vivre dans cet appartement et donc de payer le frais, les frais qui vont avec. Mais enfin, dans cet appartement, j'ai de quoi tout d'abord faire une très très bonne évacuation vers ma base autonome durable qui est ma ferme. Et si malheureusement il y a un problème, j'ai de quoi tenir le coup dans mon appartement. Alors dans mon appartement, il y a un peu d'eau, il y a un petit peu de nourriture, il y a un minimum pour se soigner, il y a peu de systèmes d'approvisionnement énergétique. Je crois que je dois avoir même pas de chargeur solaire, mais j'ai pas mal de batteries pour les lampes de poche, pour deux, trois choses. Enfin, mon idée, c'est de ne pas rester dans cet endroit. Donc 1, 2, 3, 4. Les connaissances, bon, bah, c'est dans ma tête, essentiellement. On va en parler par rapport aux enfants. La défense, bah, j'ai de quoi me défendre dans mon appartement en ville, ça c'est clair. Et j'ai de quoi me défendre pour faire un trajet entre chez moi et ma ferme. Et le lien social, eh bien, je le développe, même si je sais que je vais probablement quitter en cas de crise ou avant la crise cet appartement. Mais j'essaye d'avoir de très bons rapports avec mes voisins. J'essaye d'avoir... alors pas tous, parce que c'est assez compliqué. Ce qui est marrant, c'est que j'habite pile au-dessus d'un bar qui est fréquenté par des gens qui visiblement me détestent, mais qui ne savent pas que j'habite là. C'est assez rigolo. J'habite au-dessus d'un bar fréquenté par des gens d'extrême gauche. Alors, c'est assez rigolo. Enfin bref, peu importe. En revanche, ce qui est rigolo, c'est que bah, tous mes voisins, j'aurais passé une copie du livre, on s'entend assez bien, je crois, on se rend service, on se garde les enfants mutuellement, on se surveille. Donc ça c'est intéressant. Donc même en ville, je travaille ce lien social parce que c'est une habitude et puis parce que humainement c'est très bien. Donc ça c'est pour l'appartement en ville. Ensuite c'est vrai que j'ai donc ma ferme, je vais vous en parler un peu plus en détail maintenant. Et puis c'est vrai que entre la famille de mon épouse et ma famille, il y a donc chacune a une petite maison de vacances, l'une en France, une en Italie, qui ne sont pas toutes, c'est des maisons des grands-parents d'il y a longtemps, alors on les a toujours dans la famille, donc elles ne sont pas à moi, elles sont à plusieurs personnes. Et
elles sont toutes petites et elles sont plus ou moins adaptées à répondre à des problèmes. Alors, en fait, ma stratégie dans ces petites maisons, donc qui sont des maisons secondaires, ça peut être votre cas si vous avez une maison secondaire, c'est qu'elles pourraient devenir, si la Suisse, là où j'ai ma ferme, devenait un endroit invivable, un point de chute éventuel, mais comme je trouve que ça c'est peu probable, j'ai absolument rien développé au niveau de l'autonomie dans ces endroits. Ça pourrait être possible, mais j'ai peu développé d'autonomie. En revanche, ce que j'ai fait dans chacun de ces endroits, outre le lien social avec les gens autour qui se fait de manière naturelle, c'est que j'ai dans ces deux maisons de quoi pouvoir revenir en Suisse. C'est-à-dire que par exemple, dans le nord de l'Italie, où j'ai cette toute petite maisonnette au milieu d'un village, eh bien, j'ai des chaussures pour toute la famille, j'ai des sacs d'évacuation pour toute la famille, assez légers avec très peu de choses dedans. L'idée, c'est que par exemple, j'ai de l'essence que je tourne chaque année pour pouvoir revenir en bagnole en Suisse. Donc, et un peu de cash, et, enfin, pas beaucoup, et de quoi me débrouiller pour me frayer le chemin, si vous voyez ce que je veux dire, entre là-bas et ici. Donc l'idée, c'est que si je suis là-bas en vacances ou si je suis là-bas pour des raisons professionnelles, il m'arrive d'avoir des clients en Italie ou il m'arrive, si mon livre là bientôt, mon premier livre va bientôt sortir en Italie, probablement en 2014, on est en train d'encore de négocier les choses, et que je suis là-bas et qu'il y a un gros problème. Moi, il faut que je rentre. Donc moi et mes enfants, soit on charge la bagnole, j'ai de l'essence pour faire le trajet de retour, et donc j'ai fait tout un plan d'évacuation, un plan de transport, et donc je peux revenir, soit à pied. Alors à pied, à travers les Alpes, vaut mieux pas que ce soit Noël, enfin Noël, parce qu'on est proche de Noël, je pense à Noël, mais en fait, vaut mieux pas que ce soit l'hiver, parce que traverser les Alpes à pied l'hiver, craignos, et puis j'ai pas les éléphants comme Hannibal, moi, donc ça va être difficile. Mais enfin, j'ai plusieurs plans, je sais par où passer, je connais intimement bien les routes, et puis l'Italie, c'est pas un pays qui va être trop chaotique, donc ça devrait aller, je pourrais me frayer un chemin. Mais bon, voilà, c'est les stratégies. L'autre maison qui est, pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez que je vais en vacances à Oléron tous les ans. Donc sur cette île, l'endroit pour faire une bade est génial. Par ailleurs, bonne agriculture, pas trop de gens, c'est un très très bon endroit. C'est la Charente, toute cette région atlantique, elle est très intéressante. Alors c'est pas mon taf personnellement, je préfère la montagne pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... moi je suis un montagnard, je suis pas un marin, donc la mer j'aime bien, mais voilà, moi ça me fout les boules de voir, disons, il y a 2000 km d'océan devant moi, plein de flottes, putain, s'il y a le moindre problème géologique, etc., je suis sous l'eau, je me noie, c'est fini. Voilà, sans être parano, voilà, la mer, j'aime bien, mais c'est pas mon truc. Voilà. Mais enfin, ça pourrait être un bon endroit. Et là-bas, pareil, ben, on a de quoi rentrer, alors c'est un peu plus loin, c'est 1000 km pour revenir en Suisse, donc à pied, ça craint un peu. Et là, justement, parce que c'est trop loin, j'ai moins de choses, et en revanche, j'ai de l'essence planquée. Et donc de quoi faire deux pleins de la bagnole pour revenir au cas où. Alors c'est une stratégie, elle a ses points faibles, mais enfin c'est pour jamais être démuni, même pendant les vacances. Alors pour revenir à ma ferme, où j'en suis par rapport à mes 7 points. Alors point numéro un, l'eau. Alors l'eau c'est facile. On a dans les montagnes suisses, il y a beaucoup d'eau. J'ai deux sources sur mon terrain. L'eau que l'on a dans la maison est directement produite de réservoirs qui sont alimentés par des sources. La seule chose qu'il faut que je fasse, sur laquelle il faut que je fasse attention, c'est que cette eau reste pure, ce qui a été le cas depuis toujours. Il faut que je fasse attention à, à ce que les tubes, tous les tuyaux qui amènent l'eau de ces réservoirs fonctionnent bien. Il arrive parfois qu'avec des glissements de terrain, les tuyaux se désassemblent, mais enfin ils sont très simples, donc on les remet en place. Donc il faut que j'ai quelques tuyaux de rechange. D'ailleurs la commune en a beaucoup, la commune sur laquelle je suis en a beaucoup. Donc ça se passe bien. J'ai des filtres Berkey qui me permettent de purifier l'eau si nécessaire. A priori, pour l'instant, c'est pas nécessaire, mais je les ai testés, ça marche très très bien. Donc voilà. Pour l'eau, je suis super bien. J'ai plus pas mal de réservoirs d'eau pour le potager. J'ai installé deux réservoirs de chacun 1000 litres pour le potager. Et en plus, j'ai des réservoirs d'appoint, tout ça pour recueillir l'eau de pluie, euh, qui permettent d'avoir probablement encore 1000 litres. Donc 3000 litres d'eau à tout moment plein, c'est pas mal. Alors je les vide avant l'hiver pour pouvoir ranger les réservoirs pour pas qu'il y ait du gel et pour les préserver l'hiver du gel et des intempéries graves, etc. Enfin voilà, le potentiel est là. L'hiver, généralement, l'eau, elle coule et la source ne gèle pas et en hiver, elle ne se tarit pas en été. Ça, c'est l'avantage des montagnes, en tout cas des montagnes comme les Alpes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point pour la nourriture, alors ça, c'est plus compliqué.
Alors au niveau des stocks, au cas où, j'en ai pas mal. Alors évidemment, le problème, c'est que dans mon plan, j'ai de plus en plus de personnes qui me rejoignent dans ma base autonome durable, donc c'est de plus en plus difficile d'avoir de la nourriture pendant longtemps et pour tout le monde. Également, j'ai décidé, suite à la discussion avec d'ailleurs beaucoup d'entre vous, d'améliorer ma nutrition et donc d'améliorer la qualité de la nourriture que je stocke. Donc petit à petit, ça prend très longtemps, je vais remplacer les conserves, etc., que j'ai par de la nourriture qui est produite sur place ou qui est extrêmement organique, bio, etc. Mais enfin, pour l'instant, j'ai pas mal de stock. Alors, d'ailleurs, j'en ai tellement que j'ai presque arrêté de faire du copy canning et d'acheter lorsque j'achète des choses, bien que de temps en temps, dès que j'ai un petit peu de sous à la fin du mois qui reste, c'est rare, eh bien, pourquoi pas, j'achète une bouteille d'alcool, une bouteille ou quelque chose comme un paquet de briquets ou des choses comme ça qui pourraient servir pour faire du troc, de l'échange, etc. Mais enfin, j'ai assez, donc j'ai un peu ralenti de ce côté-là. Donc je suis assez bien chaussé de ce côté réserve de bouffe. Ensuite, la production de nourriture, je suis encore loin, loin, loin de l'autonomie. Mais j'ai fait beaucoup de progrès. Mon jardin, cette année, quelqu'un m'a dit, est-ce que ton jardin pourquoi ton jardin il est si pourri? Il n'a pas été si pourri, c'est que la saison a commencé lentement. Donc je n'ai pu planter des graines cette année que fin juillet. Parce que la dernière neige a été le 31 mai et tout ce que j'ai planté en juin a gelé. Donc j'ai dû attendre juillet pour planter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un très beau automne. Et donc, fin automne, j'ai pu récolter encore des choux, des brocolis, qui étaient excellents d'ailleurs. Alors c'est vrai que parce qu'on a commencé tard, ça ne servait à rien de faire 500 mètres carrés de potager. J'en ai fait une partie un peu plus petite et chaque année j'en ferai un petit peu plus grand en fonction des besoins, etc. Mais enfin, conceptuellement, je commence à comprendre bien comment faire un potager, euh, d'une part, non seulement d'un côté théorique, mais d'un côté pratique, parce qu'à la fin c'est la pratique qui compte. Donc tout ce qui est plantes sauvages, on commence à gérer, tout ce qui est plantes aromatiques, ça marche très bien, tout ce qui est légumes, fruits sauvages, ça va bien. J'ai travaillé avec ce qu'on appelle des paysagistes en Suisse, j'imagine qu'en France on dit des jardiniers, pour travailler l'aspect, euh, comment on appelle ça, arbres fruitiers notamment, etc. Et puis j'ai la chance d'avoir une épouse qui a le pouce vert et qui est très très bonne en plus dans le jardinage et qui sait bien travailler et qui s'intéresse et qui m'a beaucoup aidé. Et dans sa famille, il y a des gens passionnés de jardinage. Donc quand on fait des week-ends en famille et qu'ils montent dans ma ferme, ils me donnent des conseils. Mais parfois même, ils mettent la main à la pâte. Euh, voilà, donc on a assez bien avancé. Donc on est loin de l'autonomie. J'ai pas mal de projets d'améliorer. J'ai terrassé une partie du jardin, j'espère faire encore plus. J'aime bien aussi, j'ai un poulailler qui a, pour plein de raisons, pas fonctionné. Donc il faudra que je retape, je refasse les enclos pour que les renards ne puissent pas rentrer avec une partie interne dans la grange, une partie externe à l'extérieur. J'ai beaucoup de travail aussi dans la grange pour stocker mieux les fruits du jardin. Il y a beaucoup de choses qui se stockent à l'air libre, des oignons, l'ail, etc. Tout ça, il faut que j'apprenne encore à faire, notamment l'ail. Il faut que je m'y mette à l'ail. Bref, ça c'est pour la nourriture. Pour l'hygiène, la santé, alors l'hygiène, ça va. Je pense qu'on a à la fois le stock de savon, on a appris à faire du savon, euh, voilà, tout ce qui est hygiène, franchement, ça va très très bien. La partie médicale, alors ça c'est toujours très compliqué parce que d'un côté, des choses de base sont simples, donc entre les stocks de bandages, de pansements, d'outils médicaux, patati patata, c'est relativement simple, c'est une question de moyens, puis de temps de mettre en place tout ça. Question de compétences médicales, et ben ça c'est un travail constant, tout le temps, d'apprendre toujours plus, d'apprendre alors les bases de chirurgie légère, de piqûres musculaires, intraveineuses, tout ça c'est simple, c'est vite appris. Ensuite, il faut pratiquer. Alors évidemment, j'ai pas l'occasion de pratiquer longtemps, donc il faut un peu se garder la main. Donc de temps en temps, c'est amusant de charcuter un poulet, euh, mais bon, on fait ce qu'on peut. En revanche, apprendre plus, c'est toujours difficile. Alors, au niveau théorique, j'ai plein de livres. Je pense que je suis au niveau d'un étudiant de médecine de première ou deuxième année maintenant. Tout sur la cellule, les membranes, enfin,
voilà, je suis en train d'apprendre sur mon temps libre de devenir toubib, quoi. Le problème, c'est que c'est pas la théorie la théorie, c'est très bien savoir identifier une maladie, faire la différence entre une infection bactérienne, une infection virale, tout ça, c'est très intéressant. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les médicaments, bah, ça va être craignos. Enfin, soit si ça va bien, vous allez en pharmacie, puis c'est réglé. Et si ça va mal, bah, vous ne pouvez pas avoir tout le stock de tous les médicaments possibles et imaginables pour toutes les maladies. Donc, clairement, et ça je l'explique aussi dans mon livre, ce qu'il faut, c'est aller plus loin, c'est apprendre à utiliser les soins traditionnels des plantes, et ça, il y en a. Alors, il n'y a pas tout. Il y avait des gens qui me disent, mais tu utilises le gingembre, mais je le cultive comment le gingembre à 1000 mètres d'altitude dans ma ferme? Donc il n'y a pas de gingembre. En revanche, j'ai de la reine des prés, j'ai de la bourrage, j'ai plein de choses, de la menthe, du tilleul, enfin plein de choses qui existent dans la région. Et tout ça, bah, il faut que j'arrive à apprendre. Donc je suis en train de lire pas mal de livres. Je crois qu'il s'appelle François Couplan a écrit des livres très intéressants sur la nourriture par les plantes sauvages et aussi des livres sur les soins par les plantes sauvages. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Alors évidemment, si un jour vous avez une fracture ouverte et qu'il n'y a personne, bah là, tu es dans la merde, quoi. Donc c'est difficile. Et tout ça, on apprend aussi, on apprend la mort, on apprend intimement à comprendre la douleur, ce que ça veut dire. Donc ça, c'est intéressant. Donc la médecine, j'avance. J'ai surtout des amis médecins, donc ça, c'est bien. Et puis, dans le lien social, j'ai des amis dans la région qui sont aussi médecins, donc pourquoi pas, ça peut être des plus. Enfin, voilà, c'est beaucoup de travail, la partie hygiène. Ensuite, l'énergie, bon, bah, c'est l'énergie, en fait, pour moi, c'est pas si important. J'ai couvert les besoins au niveau de l'électricité et du chauffage par rapport au chauffage à bois, donc c'est facile. Il y a de la forêt autour, donc ça, c'est juste une question de muscle, d'aller travailler à couper du bois. Et l'énergie électrique, bah, j'ai mis en place des panneaux solaires. C'était un long travail parce qu'en fait, on a eu des problèmes. Bah, c'est lié au lien social, c'est que j'ai fait venir en fait ces panneaux solaires via une entreprise qui est en France parce qu'elle était beaucoup moins chère qu'en Suisse. Mais ensuite, on a eu des problèmes parce que les gens du coin qui installent les panneaux solaires, visiblement, c'est aussi des gens qui avaient un mot à dire par rapport aux autorisations. Donc, au début, je ne comprenais pas pourquoi ça avait mis autant de temps. Ensuite, j'ai compris qu'il vaut mieux travailler avec des installateurs locaux. Alors, depuis que je travaille avec les gens du coin, ça va bien. Donc voilà, c'est une leçon. Donc peut-être que j'ai économisé 2-3 000 euros sur l'installation de mes panneaux solaires, mais enfin ça m'a coûté 2-3 000 euros ensuite en frais supplémentaires, d'autorisation, etc. Donc à la fin, il valait mieux travailler avec des gens du coin. Voilà, c'est une leçon. Je le savais, et puis je me suis pas écouté, et j'aurais dû le faire. Mais enfin, les panneaux solaires fonctionnent, donc pour l'électricité, c'est assez bon. Euh, Bien sûr, j'ai des stocks de batteries, de bougies, de lampes à pétrole, etc. Donc il y a une gamme de possibilités pour avoir ce luxe qu'est l'énergie. Mais aussi, je me suis rendu compte que, au fond, j'ai moins besoin de ce que je pensais, tant d'électricité que de machines à laver, de faire le linge. Alors tout ça, c'est des luxes bienvenus. Mais au fond, si c'était vraiment nécessaire de vivre sans nettoyer les assiettes avec une machine, sans passer l'aspirateur et de le balayer et d'utiliser un balai à la place, et sans laver les linges à la machine, ben, on le fera à la main. Alors ça prend plus de temps, c'est casse-couille, ouais, mais c'est jouable. Donc voilà, j'en suis arrivé à apprendre à avoir moins besoin d'électricité et puis de vivre avec la lumière du jour. Alors évidemment, dans des vallées de montagne, il y a des mois où le jour c'est 2 heures, la lumière c'est 2 heures tous les jours. C'est le cas en ce moment, pas ici où je suis parce que je me suis pris un peu de temps au soleil parce que j'aime bien, quand j'ai rangé la ferme en hiver, décembre comme ça, j'aime bien avoir quelques jours au soleil pour écrire, pour penser, pour être seul et donc aussi pour faire une recharge de vitamine D grâce au soleil. Donc voilà. Mais enfin là en ce moment, c'est 2 heures en décembre, nous sommes en décembre 2013. En décembre, janvier, c'est 2 heures de soleil par jour, donc les panneaux solaires ne produisent pas beaucoup. Et puis de toute façon, voilà, c'est des mois où il y a peu à faire à part lire, donc à part rester en famille, donc il faut aussi apprendre à avoir une vie plus simple au niveau de la consommation énergétique en général. Le seul peut-être problème que j'ai encore dans ma ferme, c'est que lorsque je l'ai acheté, le chauffage central est un chauffage au fioul. Donc chaque année, je le garde à ras-bord, je remplis toutes les fins d'automne, je le remplis à ras-bord pour qu'il y ait toujours 3000 litres de kérosène, en sachant que je consomme pour toute la ferme à peu près 1000 litres, en sachant qu'on est en tout cas deux familles, peut-être trois
si on devait y vivre un peu plus, puis peut-être encore plus, mais enfin il faudrait chauffer pas, faut pas chauffer plus parce qu'on est plus, au contraire. Eh bien voilà, j'ai à peu près 3000 litres et j'en consomme 1000 litres par an. Donc en gros, j'ai entre 2 et 3 ans d'autonomie au niveau du chauffage, et ça c'est sans le chauffage à bois. Donc le chauffage à bois pourrait remplacer le fuel, mais la chaudière est à kérosène. Donc la question c'est est-ce que j'apprends à m'en passer, puis le jour où il n'y a plus de kérosène, bah tant pis. Après tout, ils vivaient très bien comme ça avant. Ou alors est-ce que je fais des frais et je remplace une chaudière à mazout avec une chaudière à bois en sachant que bah, il faudra d'autant plus de bois pour l'utiliser. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on a un chauffage à bois qui sont des poêles en fonte à chauffage de masse dans chaque partie de la ferme et qui sont très très efficaces et qui chauffent largement sans avoir besoin de mettre les radiateurs avec le chauffage central. Donc bon, je me pose la question. Pour l'instant, je vais rester avec le mazout pendant encore une année ou deux. On verra si je vais changer. Donc ensuite, pour les connaissances, point 5, eh ben, c'est vaste. C'est pour ça que j'écris encore des livres. Les gens me disent, mais pourquoi tu n'es pas juste terré dans ta montagne? Pourquoi tu as écrit des livres? Ben, d'abord, parce que j'aime bien partager mes expériences avec vous, mes chères lectrices et lecteurs. Ensuite, c'est parce que c'est un peu mon devoir hein, de le faire en tant qu'humain. Je dois aider mes semblables, c'est comme ça. C'est un besoin. Ensuite, ça me permet de vivre humblement d'un métier honnête. C'est-à-dire j'écris des livres, je les vends, les gens les lisent. Ça me fait gagner un tout petit peu d'argent, immensément moins que ce que je gagnais avant. Mais ça me permet de couvrir mes frais de vivre. Donc voilà, alors je fais des conférences, je fais du conseil, etc. Tout ça, ça couvre mes frais. Et le jour où il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de livres, qu'il n'y a plus rien, bon, bah, je vis de manière le plus autonome possible. Mais voilà. Et j'ai encore des compétences à donner, donc j'ai encore des livres à écrire, mais surtout j'ai beaucoup de livres à lire, des compétences à apprendre aux enfants, j'ai encore énormément de choses à faire. Donc pour les compétences, c'est immense. Alors là où je suis assez bon, c'est dans les compétences liées à la défense, les compétences liées à peut-être la compréhension, le lien social. Je suis quelqu'un d'assez facile pour aller vers les gens. J'aime bien avoir une vision d'ensemble, j'aime bien avoir une vision synthétique, j'aime bien motiver les gens à tous travailler dans la même direction. C'est ce qui faisait aussi ma force dans mes métiers précédents. Ensuite, bah, je suis pas je suis pas un docteur, je suis pas un ingénieur, je suis pas un mécanicien, je suis pas un réparateur de vélo, je suis pas un métallurgiste, je suis pas un paysan. Il y a plein de choses que je ne suis pas. Donc j'y travaille, j'essaie de tisser des liens avec les gens qui ont les compétences. Euh, voilà, c'est un long travail, c'est pas facile. Les compétences, euh, voilà, les gens croient que c'est un sujet, un des chapitres peu important, mais c'est un chapitre fondamental, comme les 7 sont fondamentaux. Donc le cinquième, les compétences sont super importantes. Alors ensuite, le sixième, c'est la défense. Alors est-ce que je suis bien pour la défense? Alors peut-être que c'est à la fois, on n'est jamais parfaitement bien parce que tout d'abord, les problèmes peuvent arriver à n'importe quel moment. Les problèmes peuvent être surtout et sont souvent imprévus. Ça peut être demain matin, je peux me faire agresser dans la rue pour des raisons complètement connes. Ça peut être file-moi ton fric et puis on te donne un coup de couteau. Ça peut être des gens qui s'en prennent à des proches et qui essayent de. J'ai des scénarios prêts dans toutes les éventualités que j'ai pu imaginer: kidnapping, pas kidnapping, menaces, carjacking, homejacking. J'ai tout prévu. J'ai tout ce qui. Dans ma tête, j'ai un plan et j'ai un scénario pour chaque truc. Ensuite, ça c'est dans le monde normal. Ensuite, s'il y a un effondrement de la normalité, bah, évidemment, j'ai mis en place, et vous aurez noté qu'en fait le chapitre sur la défense dans les livres est un chapitre sur lequel j'ai pas voulu aller trop dans le détail parce que c'est très, j'ai voulu exprès laisser ça ouvert pour que la plupart des lecteurs et des lectrices s'adaptent à leur environnement, à leurs défis, à leurs dangers éventuels. Et aussi parce que si je vais trop dans le détail et que si je donne trop de conseils qui sont liés à ce que je fais ici en Suisse, d'abord ce qu'on peut faire en Suisse, c'est pas la même chose que vous pouvez faire en France, en Belgique, ailleurs. Et puis, ça ne veut pas dire que vous pouvez rien faire, hein, attention. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais voilà, nous, on peut aller tellement loin, et puis on a une structure mentale et physique de défense. Enfin, vous verriez autour de chez moi, là où j'ai ma ferme, il y a des forts de l'armée enterrés dans les falaises, à 60 mètres dans le granit, avec des canons d'artillerie, avec des mitrailleuses lourdes, et tout ça en état de marche, quoi. Donc, ça compense pour aussi. Ma ferme est une ferme normale, elle n'est pas fortifiée.
on rentre comme dans un moulin. C'est pas le problème de ma défense, c'est pas de défendre ma ferme ne peut pas être défendue. Soit ma défense, elle est individuelle, c'est-à-dire d'homme à homme, soit elle fait partie d'un dispositif intégré avec un nombre très nombreux de gens, toute la vallée, qui sont armés, préparés, qui ont accès, qui ont accès potentiellement à des dispositifs militaires de défense pour toute la vallée. Ça fait partie de la défense de notre pays, la Suisse. Donc voilà, on a de quoi former une milice citoyenne qui supplée l'armée de milice suisse assez facilement. Alors, évidemment, on est armé jusqu'aux dents. Ça, moi, j'ai ce qu'il faut, hein. Je vous assure que bref, mais j'ai surtout de quoi armer d'autres personnes. Donc on peut fort facilement, dans la vallée où je suis, former une milice de 500, peut-être 1000, si on compte les femmes, bien que l'idée c'est qu'on n'ait pas besoin d'armer les femmes de manière active, qu'elles soient armées passivement pour se défendre, oui, bien sûr, mais qu'elles soient armées pour aller défendre l'entrée de la vallée ou les crêtes des cimes, si jamais il y a des gens suffisamment cons pour commencer à faire de la varap et commencer à grimper des parois verticales comme ça pour passer par les crêtes. Enfin, il y a deux, trois cols pas très loin. Si on devait bloquer les cols, ce serait assez simple. Enfin, pour ça, il faut quand même du matos et de la force. Et puis, ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que je peux dire on a aussi, pour la défense, l'idée que nous faisons encore partie d'une nation, d'un pays. Et moi, je suis un patriote suisse. Alors, patriote suisse, ça ne veut pas dire nationaliste à tout bout. Je veux dire, c'est pas la Suisse mieux que les autres, la Suisse plus que les autres. Non, c'est que je veux que ma terre, et mon peuple au sens suisse, hein, pas au sens génétique. Je suis pas dans le racialisme primaire, on va dire. Mon peuple, c'est les Suisses et j'ai aucun souci par rapport à leur origine. Moi-même, je ne suis pas d'origine schwitzoise depuis 500 ans. Je suis d'Italie du Nord. Donc, euh, j'attends avec impatience les résultats. J'ai fait un test génétique d'ailleurs assez marrant pour voir d'où je viens génétiquement. Si, je sais pas, j'ai des origines du Moyen-Orient ou des pays nordiques. Je suis grand blond, yeux bleus. Enfin, on voit plus que je suis blond, mais voilà. Donc, est-ce que d'où je viens, ça peut être, c'est rigolo. Mais enfin, on s'en fout. Je suis suisse, j'habite en Suisse. Ma femme et mes enfants sont suisses, ma famille maintenant est ici. Pour moi, j'ai une préférence de la protection de mes concitoyens. Et dans le cadre de la Suisse, nous avons encore l'espoir, moi j'ai l'espoir en tout cas, que la Suisse peut être une grande base autonome durable. Ça va être dur, ça va être très dur, mais on peut encore y arriver. D'autres pays autour de nous, j'y crois plus du tout. Je pense que c'est foutu. En tout cas, c'est foutu en tant que nation, malheureusement, parce que je pense que la nation, c'est un bon concept, c'est un très très bon système pour encadrer une société complexe. Ensuite, il faudra voir. Donc voilà, donc la défense, je pense que c'est l'élément où je suis le mieux préparé, tout en sachant que je ne peux pas défendre ma ferme en tant que telle, puisqu'elle n'est pas... je veux dire, il n'y a pas... Vous savez, dans mon livre, j'explique par exemple les rangées d'arbres, les fourrés, etc. Voilà, elle n'est pas dans cette configuration-là, elle est dans une configuration beaucoup plus ouverte. C'est pas grave, ma défense, elle est plus en amont. Certains de mes clients ont des maisons parfaitement idéales pour être protégées en tant que telles. Euh, je sais pas, il y a des endroits, soit par l'isolation, mais surtout par le fait d'avoir un champ de vue. Enfin, il y a des endroits excellents que j'ai vus à travers le monde qui sont mieux que ma ferme, personnellement, hein, mieux que ma base autonome durable pour se défendre. Mais enfin, chacun, en fonction de son lieu, sa stratégie. Voilà, moi j'ai beaucoup d'eau, mais j'ai une configuration un peu plus difficile à défendre. Il n'y a jamais de perfection, c'est très très dur de trouver ça. Et puis enfin, septième point, le lien social. Alors, je vous avoue que c'est le lien c'était la chose la plus difficile pour moi. D'abord parce que c'est ce qui ne s'achète pas. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, les gens ne vont pas être des copains avec vous vraiment, quoi. Ils ne vont pas adhérer à vos plans comme ça. Il faut prendre du temps et puis il faut être sincère dans ces liens de besoins mutuels, d'amitié, de travail, de sacrifice parfois, d'aller faire des choses que vous aimez pas. Moi, en fait, je suis pas quelqu'un de très social. Je suis sociable, mais j'aime pas les gens en fait. Moi, je suis un solitaire. Moi, j'aime bien être dans mon coin, dans ma montagne, en train de lire des livres en fait. Et puis, même mes gosses, ils me cassent les couilles au bout d'un moment, quoi. Je veux dire, je les aime bien, hein, mais pas tout le temps. Donc voilà, donc ça demande de l'effort. Parce que c'est pas parce que j'aime pas faire quelque chose qu'elle n'est pas nécessaire, c'est nécessaire d'avoir de lien social. Et je vous le dis vraiment, hein, c'est comme quand les gens, c'est comme quand je dis du bien d'une religion alors que je ne suis pas religieux. En fait, c'est un super compliment que je fais là. C'est souvent les compliments, ils viennent des gens qui pensent l'inverse de vous. C'est pas des gens qui pensent comme vous. Celui qui est
Le musulman qui dit, ah, l'islam c'est la meilleure religion du monde, ça n'a aucune valeur. Je veux dire, je m'en fous. Parce qu'évidemment qu'il va dire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le musulman qui dit, non, mais en fait, j'ai bien réfléchi, les juifs, c'est bien. Ou alors, à l'inverse, le juif qui dit, non, mais en fait, le peuple élu, c'est les autres. Mais j'ai jamais entendu ça. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je suis pas quelqu'un de très sociable. Enfin, je suis social. Voilà. En revanche, je fais l'effort et je vais vers les gens. Et puis après, avec les années, finalement, on rend compte qu'il y a des gens sympas et j'ai redécouvert des nouveaux amis ou j'ai redécouvert des anciens amis sous un autre angle. Et ce n'est pas que le côté utilitaire, il y a aussi le côté création de clans, création de gens avec qui on a confiance et sur qui on peut faire confiance. Et ça a été un travail en fait assez utile et même qui m'a apporté du bonheur, qui m'a changé au niveau d'une certaine satisfaction de vie. Après tout, même si, comme je le dis, moi je suis un solitaire, la vie solitaire, c'est pas forcément la plus heureuse. Enfin, voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas me peindre sous une image qui est plus positive qu'elle ne l'est. Je suis un vieux grigou solitaire. Mais voilà, donc ça, c'est les 7 points où j'en suis. Donc, genre, parfois, j'ai eu la question à quel pourcentage vous vous sentez prêt. C'est difficile, je me sens prêt. Je me sens prêt à beaucoup, beaucoup de situations. Alors ensuite, il y a des situations qui sont en dehors du cadre de ma préparation, soit parce que j'en suis conscient et puis que j'ai considéré que c'était trop compliqué et que je ne pouvais pas le faire. Par exemple, si demain on dit, voilà, bah, il y a une grosse météorite qui va arriver, elle va se scratcher sur l'Europe. Alors c'est pas un truc qui va créer un cataclysme planétaire, mais enfin l'Europe va être détruite. Il faut prendre vos armes et bagages et vous barrer en Chine ou en Afrique ou en Amérique, etc. Bah là, je suis pas prêt. Là, il faut que je me dise, merde, comment je fais pour prendre tout mon bazar, qu'est-ce que j'ai, etc. Et s'il faut faire ça très très vite, probablement je suis dans la merde. Et ensuite, il y a des scénarios auxquels j'ai pas pensé. Si demain il y a un virus et on est contaminé, bah, une fois que tu es contaminé, bah, tu es dans la merde. Alors tu espères que tu as une bonne nutrition, que tu as un bon système immunitaire et que tu arrives avec différentes, euh, peut-être même des soins, réussir à s'en sortir, mais t'en sais rien. Donc à la fin, voilà, on m'a même posé la question, est-ce que tu as peur de mourir? Pas plus qu'un autre, mais en même temps, oui et non. C'est-à-dire oui, parce qu'on est tous des humains, puis les quelques fois dans ma vie où j'ai eu un accident, je me suis dit, merde, putain, là, je vais crever. Euh, on voit qu'on réagit avec panique, avec adrénaline, parfois avec surventilation au niveau de la respiration, et qu'on se doit se dire, putain, putain, putain. Donc j'ai vécu une ou deux expériences où probablement je n'étais pas du tout en danger de mort, mais j'ai cru à un moment, merde, là j'ai un danger de mort. Et donc on se focalise, on a l'adrénaline, etc. Mais au-delà de cet instinct de préservation de soi, préservation de sa propre vie et de celle des autres, j'imagine aussi, j'ai pas tellement peur de mourir. J'ai 42 ans, j'ai fait une grande partie de ma vie, je me suis reproduit, j'ai des gosses, ils ont l'air d'être assez autonomes, ils sont bien, quoi. Et puis, ils sont encore petits, mais ils ont ce qu'il faut, quoi. C'est pas des Mongols, quoi. Et, euh, et puis, pour peu qu'ils soient préservés de la société, donc ça, va falloir faire gaffe, parce qu'ils pourront le devenir hein, s'ils font pas gaffe. Donc, comme on n'a pas de télé, c'est déjà pas mal. Mais en plus, pourquoi avoir peur de mourir? On meurt tous. Donc, et moi, je crois qu'il n'y a rien après la mort. Hein. Donc, j'ai même pas l'espoir qui facilite les choses. Hein. Les gens qui ont la foi d'une vie ou d'une réincarnation, des choses comme ça, d'une vie après la mort, ben, ils ont un avantage, c'est qu'eux, ils se disent, ils vont sereinement, ils disent, bah c'est bon, on sera encore là. Moi, je pense qu'on est de l'énergie, on reviendra de l'énergie, mais on ne sera pas nous. Ce sera autre chose. Je veux dire, on va nourrir les vers de terre. Je pense même pas que j'ai envie de me faire carboniser. Pourquoi dépenser du fuel pour être incinéré? Non, on donne mon corps aux coyotes, comme les zoroastriens aux vautours, à la limite, que ça puisse retourner dans le cycle de la nature et que l'énergie redevienne dans l'univers. Alors ça fait un peu New Age, baba cool, mais moi je crois qu'on n'est qu'un corps, fort agréable d'ailleurs, sympa, mais who cares? À la fin, on s'en fout. Voilà, donc j'ai pas particulièrement peur de mourir. J'ai bien vécu, j'ai bien mangé, j'ai bien baisé dans ma vie. C'est bon, j'ai voyagé, j'ai vu le monde, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Alors certes, j'aimerais bien continuer, mais après tout, si ça devait s'arrêter demain matin, what the fuck? C'est pas grave. Donc voilà, ça vient aussi avec le fait de vivre intensément dans le présent. Donc parfois les gens imaginent que les gens qui se préparent, c'est des anxieux. Alors un peu, mais moi je suis anxieux d'un point de vue stratégique, d'un point de vue
civilisationnel et d'un point de vue, bien sûr, biologique par rapport à ma famille et aux gens que j'aime bien autour de moi. Mais c'est pas une. Et bien sûr, il y a un côté biologique de préservation de sa propre vie, c'est un instinct. Mais au-delà de ça, je suis pas un anxieux plus que ça. J'aime bien profiter du moment présent. Alors probablement, je suis multifacette, hein. Mais souvent, on oppose les gens qui sont dans l'instant présent, souvent les Africains, les gens comme ça. Et puis souvent les anxieux qui prévoient l'avenir et qui créent des grosses civilisations, genre les gens du Nord, les Chinois, les Européens, etc. Mais on peut être les deux, hein. Je vois pas pourquoi on pourrait pas être profiter de la vie et de l'instant présent, peut-être pas tout le temps, mais et aussi bâtir des civilisations, et puis bâtir des civilisations, et puis savoir profiter de la vie tout en restant carré, quoi. Et pas devenir décadent, comme c'est souvent le cas dans toutes les civilisations qui finissent par devenir décadentes et être remplacées par une autre un peu plus hargneuse au début. Voilà. Alors, autre question. Euh, Comment parler et préparer nos enfants à tout ça sans leur faire peur? Surtout aux plus petits, merci. Alors, une bonne question, et probablement il faudrait que ça mériterait un long travail là-dessus. Alors, les enfants, c'est toujours délicat parce que d'un côté, on ne peut pas les faire vivre dans un rêve, dans une illusion que tout va bien. Il faut très vite leur faire comprendre que le monde est difficile, qu'il faut travailler dur, qu'il faut aussi apprécier les bonnes choses, qu'il faut apprécier la vie, qu'il faut apprécier les rapports honnêtes avec les autres. Il faut leur donner un cadre d'éducation, de morale, de responsabilité, à mon avis, très tôt, sur le fait qu'il faut être responsable de ses actes, qu'il faut être honnête avec soi-même et avec les autres, qu'il faut être courageux, qu'il faut être, dans une certaine mesure, honnête, je l'ai déjà dit, euh, qu'il faut savoir donner et recevoir de l'amour. L'amour, c'est un élément important dans la vie. Qu'il faut aussi ne pas être naïf, il faut aussi savoir rester droit, ne pas forcément baisser la tête et ne pas se soumettre. Alors, parfois, c'est inévitable. Parfois, c'est nécessaire d'accepter l'arbitraire. Euh, il faut aussi apprendre aux enfants à souffrir, leur apprendre ce que c'est que la douleur, leur apprendre à surmonter les problèmes par eux-mêmes. Alors évidemment, vous n'allez pas fouetter le gamin de 2 ans pour lui apprendre la douleur. Simplement, vous allez lui apprendre à pas à pas réagir tout de suite à son petit bobo au doigt, voilà, etc. Alors je sais que c'est pas évident parce que nous vivons dans un monde, alors j'allais dire un monde de fillettes. Et en fait, c'est comme quand on dit de manière colloquiale, ouais, lui, fais pas ci, je veux dire, t'es une mauviette, c'est un truc de PD. PD ou fillette, c'est totalement inapproprié, non pas parce que c'est politiquement incorrect, ça j'en ai rien à battre, mais c'est parce qu'en fait je connais des homosexuels, putain, c'est des mecs hyper costauds, c'est des mecs super balèzes, et dans leur tête, hein, et physiquement. Donc quand on dit, ouais, c'est un truc de PD pour dire c'est un truc de fiotte, de truc mauvais, facile, etc., c'est injuste parce que vraiment, moi je connais beaucoup d'hommes hétéros, tout ce que vous voulez, c'est des vrais nuls, quoi. Alors que je connais des types homosexuels qui sont physiquement et mentalement très très bons, quoi, très sharp, très aigus, très pointus, très carrés, et c'est pas du tout des gens avec des comportements efféminés, etc. Et même quand on parle de comportements efféminés ou qu'on dit fais pas ta fillette, etc. D'ailleurs, je dis jamais ça, mes fils, je leur pleure pas comme une fille, je leur dis jamais. D'abord parce qu'ils ont des sœurs, mais parce que les filles sont super courageuses et elles tiennent bien la douleur. Et pour avoir vu ma femme accoucher nombreuses fois, eh bien, chapeau, hein, elles tiennent bien la douleur. Et puis, c'est pas du tout. La fille, c'est pas parce qu'elle pleure, parce que c'est un comportement de survie. On en parlera dans un autre sujet. Vous allez voir, je vous prépare un petit cadeau pour 2014 sur l'anthropologie de la survie. Mais vous allez voir, je ne ferai pas ça tout seul. Vous allez voir, ça va être un truc vachement bien. Eh bien, cette approche donc de la pleurniche, etc., c'est ce qu'il faut apprendre aux enfants à ne pas faire. Mais effectivement, utiliser des mots comme fille ou PD ou quelque chose, c'est totalement inapproprié en réalité, parce que c'est totalement faux. Quelque chose est vrai si c'est vérifiable. Quelque chose est faux si ce n'est pas vérifiable. Et donc, au-delà de l'insulte éventuelle, ce qui n'est pas le cas dans mon intention, évidemment, en plus, c'est inapproprié. Donc, je précise, hein. Et donc, ce sont des termes que j'ai bannis ou que j'essaye de bannir, en tout cas de mon vocabulaire. Donc, à mes amis homosexuels, faites ce que vous voulez avec votre bite ou avec votre foufoune. Ça, c'est votre problème, ça ne m'intéresse pas. Quoique, ça peut être marrant, mais pas pour moi. Mais enfin, au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est les gens, bien sûr. Alors, pour revenir aux enfants, oui, il y aurait des choses à dire et à faire. Je pense qu'il y a énormément de formations qu'on peut faire aux enfants. Alors, les miens étant petits,
Pour l'instant, à part ce que je vous ai déjà expliqué, donc j'essaye aussi de leur apprendre deux, trois techniques. J'apprends des techniques que je n'ai pas apprises quand j'avais leur âge. Donc justement, j'essaye de tâtonner, d'y aller très très doucement. Alors certainement, ici en Suisse, on a l'avantage que pour la défense, dès un assez jeune âge, dans sa propre maison, on peut faire pas mal de choses. Donc moi, je pense qu'on doit commencer aux enfants très tôt à comprendre le concept d'autodéfense, c'est-à-dire que les enfants ont le droit de défendre leur intégrité corporelle, qu'ils ont le droit de défendre leur vie, on ne peut pas les toucher comme ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un a une attitude qui n'est pas appropriée ou qu'il se sent mal à l'aise, il doit venir nous le dire. Éventuellement, ils peuvent se défendre. Et si vraiment il y a un problème, bah, ils apprennent très vite à arracher une oreille, à taper dans la glotte, taper dans les couilles, taper dans le pif, dans les yeux, etc. Ça va très très vite. Ensuite, mes enfants ils font tous du kung-fu. Donc même la plus petite, à 3 ans, elle a déjà commencé du kung-fu, donc c'est rigolo. Donc ça va leur donner la souplesse physique. En plus, ils font 3 ou 4 heures de sport par semaine en plus de ça. Donc en gros, ils doivent faire 5 heures de sport, en plus du fait d'être enfant et de bouger, etc. Donc ils ont des physiques assez impressionnants pour leur âge. Bref, tout ça pour dire que voilà, apprendre aux enfants à avoir de la souplesse et de la force physique, l'endurance très très jeune, c'est très bien. Ça va conditionner leur corps, ça va modifier probablement leurs gènes pour exprimer le maximum de leur potentiel physique et inévitablement mental aussi. Donc, je veux dire, entre une tête bien faite et une tête bien pleine, il vaut mieux une tête bien faite. Je veux dire, vraiment travailler le corps dès son plus jeune âge, etc. Et puis plus tard, bien sûr, ils vont commencer à avoir leur défense, etc. Alors, quand j'apprends à mon fils de 7 ans à tirer à la carabine, évidemment, au début, c'est rigolo, j'apprends, voilà, ça fait du bruit, n'aie pas peur, voilà. Ils sont habitués aux armes, il n'y a pas de souci, même du plus petit âge, ils savent ce que c'est, ils en ont vu, ils savent qu'ils ne doivent pas toucher, mais ils ne sont pas fascinés par le truc, et c'est très bien. Alors ensuite, je leur explique pourquoi, et tout ça, bah, il faudrait que j'écrive vraiment là-dessus, mais ça veut dire leur raconter avec leur langage, avec un langage qu'ils peuvent comprendre, mais enfin un langage adulte. Hein. Moi, je ne parle pas aux enfants, mais comment ça va, mon petit? Non, je leur parle comme un adulte, simplement avec des mots simples. Je ne vais pas lui commencer à lui parler comme un politicien, on ne comprend rien, ou un avocat, ou un juge, ou on comprend que dalle ce qu'ils disent ces mecs. Il faut parler simple, comme dans les trois frères, où le type il dit oui, alors il lui faut une baffe, je dis répète en français. Voilà, donc il faut leur parler simplement et leur expliquer pourquoi on a besoin, pourquoi il y a des dangers, pourquoi les gens ils sont pas tous gentils. Voilà, les contes de fées d'ailleurs qu'on raconte aux enfants avant de s'endormir sont très importants pour donner un contexte, certes mythologique, mais pour donner un contexte de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, des gentils, des méchants, des problèmes qui peuvent exister dans la vie, et puis de leur expliquer, d'être franc et de leur dire voilà, le monde il n'est pas tout rose, il n'est pas tout facile. Il y a des gens gentils, il y a des gens méchants. Alors parfois c'est très délicat parce qu'on rentre dans des trucs très politiquement incorrects, parce que leur expliquer que pourquoi tous les dealers en bas de la rue, ils ont la couleur de la peau, la couleur qu'elle est. C'est très difficile de leur expliquer parce que la raison, elle est très très loin. Je veux dire, ça va sur pourquoi le tiers-monde est pauvre, machin, tout ça, tout ça, tout ça, on est d'accord. Donc, comment leur expliquer ça de manière simple, claire? C'est comme quand j'ai essayé d'expliquer l'histoire, je suis passionné d'histoire à mes enfants. Ma fille pleurait parce qu'on a tué la reine. Je lui ai expliqué l'histoire de la Révolution française. Elle disait, mais comment c'est possible qu'on ait décapité le roi? Bon, elle avait 5 ans quand je lui ai expliqué ça. Et la reine aussi, mais alors, eh oui, on tue les reines aussi, parce que le monde, il est comme ça. Alors ensuite, j'ai expliqué la révolution russe, on a fusillé, alors j'ai pas dit qu'on a dissous le corps dans de l'acide de la famille royale russe, mais enfin, ça c'est des trucs qui peuvent être traumatisants, donc il faut prendre les mots juste, il faut essayer de leur expliquer, mais il faut le faire, on peut pas les laisser vivre dans un cocon, on doit pas les protéger outre mesure. Euh, donc la grande question, c'est par exemple, si vous avez vu ce film de et avec Roberto Benigni, La vita bella, La vie est belle, là, cette histoire de juifs italiens qui sont... Voilà, et ce monsieur, cet homme, en fait, protège son fils euh, de la guerre, en fait, et puis de la discrimination qui les amène à être dans des camps de concentration dans le nord d'Italie. Puis, bon, tout ça, c'est intéressant comme fable. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire aux enfants. C'est très difficile. Encore une fois, c'est votre responsabilité individuelle. Chacun d'entre vous doit prendre la décision qui s'impose pour lui et donc prendre ces dispositifs pour voilà, agir ou réagir comme c'est le mieux, et donc avec les enfants également. Alors, est-ce que tu as une éducation traditionnelle au niveau de la nutrition? Est-ce que tu pourrais devenir végétarien? Alors en fait,
Je vais écrire, j'ai un projet qui commence dans quelques jours, mais ça fait déjà une année que je travaille au niveau de la partie théorique. Je vais être mon propre cobaye sur une remise en forme. Je vais vous en parler plus tard dans une autre vidéo. Alors, est-ce qu'il faut être végétarien? Alors, je vais y répondre dans ce projet, en tout cas, mais je sais déjà quelle va être la réponse. La réponse, c'est que vous devez faire ce que vous voulez par rapport à ce qui est bien pour vous. Je ne crois pas on n'est pas un animal qui est fait pour être uniquement végétarien, végétalien, carnivore. On est omnivore, on est même cuitivore. Ça aussi, c'est un autre projet dont on va en parler. L'idée, c'est qu'on est capable, pour survivre, de se nourrir avec tout. Alors, est-ce qu'on doit se nourrir avec tout tout le temps? Évidemment, non. Et je pense que je vais essayer différents trucs pour essayer de trouver pour moi, et j'espère que je vous donnerai les trucs pour trouver également pour vous, ce qui est la bonne nourriture en fonction de votre mode de vie, de votre morphologie, de votre métabolisme, de votre groupe sanguin, de votre philosophie de vie, etc. Et quel que soit votre choix, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les carences, quels sont les, 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 les avantages. Parce qu'à la fin, tout animal va dans une niche écologique. Alors que ce soit pour des raisons philosophiques, idéologiques ou physiques, vous êtes adapté à un environnement social, un environnement géographique, climatique, etc. Et si vous êtes bien adapté, vous vous en sortez. Si vous êtes mal adapté, vous en sortez pas. Alors, à terme, si vous êtes végétarien et que c'est mal adapté, vous allez crever. Tant pis. Si vous êtes en revanche un gros carnivore et que vous êtes mal adapté, vous allez crever aussi. Donc, parce que vous allez crever de maladie, etc. Aux végétariens aussi, de carences, etc. Je ne sais pas encore. On va travailler sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet passionnant. Et tout 2014, ça va être là-dessus. Je vais travailler là-dessus parce que fondamentalement, être en bonne santé, c'est fondamental pour la survie. Ça fait partie du point 3, l'hygiène. Mais c'est quelque chose que probablement j'ai un peu délaissé pour moi et donc je vais m'y mettre. Voilà, mais je ne suis pas végétarien. Je pense honnêtement que je ne le serai jamais, mais je vais essayer pendant quelques temps dans le cadre de mes tests l'année prochaine. Alors, est-il pertinent de penser à organiser une base autonome durable si on est seul, non marié, sans enfant, en habitant un autre pays depuis peu? Tu fais ce que tu veux. Oui, si tu as envie de survivre. Non, si tu as envie de vivre l'aventure extrême, de te retrouver dans une situation difficile. Mais enfin, la question peut se poser. Personnellement, si je n'avais pas de famille, d'enfants, etc., comme je dis, j'aime bien être tranquille. Probablement, soit je serais dans une cabine dans la montagne avec tous mes bouquins et à faire des randonnées tous les jours parce que j'aime bien. Ou alors, je ferais rien et puis je ferais des partouzes avec des SK et toute la classe politique française. Parce que, après tout, dans la décadence, c'est une façon comme une autre de mourir et de terminer sa vie. J'en sais rien. Alors moi, je suis heureux d'être dans la situation dans laquelle je suis. Je me trouve bien dans cette situation, mais après tout, tu fais ce que tu veux. Donc, est-ce que vous voulez vous préparer si vous êtes seul? Ouais, ou pas. Et puis, si vous êtes survivant seul, après, peut-être que le monde de demain, il est polygame, et donc vous allez pouvoir vivre comme un pacha parce que vous êtes prêt, vous avez survécu, et voilà. J'en sais rien. Alors, on m'a posé la question, est-ce que tu es polygame? Parce que j'en parle souvent. La réponse est oui, mais dans ma tête. Comprenne qui pourra. Euh, on me dit dans quel pays serait-il bon vivre? Tous. Il n'y a aucun endroit meilleur qu'un autre, ça dépend de vous. Si vous aimez un climat tropical, c'est génial d'être dans un climat tropical, mais il y a des désavantages. Si vous aimez vivre dans le froid, eh bien, génial, mais il y a des désavantages. Alors, à court terme, vous faites ce que vous voulez. À long terme, vous faites ce que vous voulez aussi. Mais sachez qu'il y a des gros désavantages et des gros avantages en fonction de chaque environnement, en fonction de qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes blanc de peau et que vous voulez vivre à l'équateur, et que pour être autonome, il va falloir être souvent dehors, probablement ça ne va pas le faire. Vous allez finir par avoir des problèmes de peau, des problèmes de cancer, et que vous n'êtes pas adapté. Nous, les Blancs, nous ne sommes pas adaptés à un climat équatorial. De la même manière qu'un Noir qui habite en Finlande, en Angleterre, au nord des États-Unis, à long terme, il va mourir. Pas lui probablement en tant que tel, mais lui et sa descendance vont être de plus en plus malades, de plus en plus peu adapté. Alors, soit il va se métisser et se blanchir, entre guillemets, et devenir blanc petit à petit, et donc ses descendants vont devenir blancs, et donc il s'adapte au climat, soit il va devoir quitter, ou soit il va mourir dans d'atroces souffrances, parce que, et on le voit aujourd'hui dans les statistiques, ça aussi j'en parlerai dans un autre livre, dans des statistiques médicales, que les populations d'origine africaine qui vivent dans le nord, en Europe, surtout dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, Canada, ils ont des statistiques de cancer, d'ostéoporose, de problèmes
énormément plus élevé que les gens qui sont adaptés à ces latitudes, qui sont les blancs ou les asiatiques. Pourquoi? Bah, c'est une question de captation de vitamine D. Et voilà, donc en fait, quand la nature nous a fait par des différentes migrations nous adapter à différents endroits, à différents climats et expositions climatiques, etc. Avec la modernité, nous avons réussi à aller outre la nature avec les conséquences qui sont les maladies. Des maladies nouvelles, des maladies qui sont liées à vivre dans des environnements qui ne sont pas bons pour nous. Que ce soit le fait d'être à l'intérieur, que ce soit le fait d'être à des latitudes qui ne sont pas les nôtres pendant de longues périodes, qui sont le fait d'être dans des situations. Alors on survit parce qu'on est surmédicalisé, parce que justement, nous les blancs qui allons au tropique, entre midi et deux, on se met à l'ombre, on boit, on a la climatisation, on a aussi la crème solaire, etc. C'est la technologie qui nous permet de plus ou moins nous en sortir dans des pays chauds. Et à l'inverse, les Africains qui vivent dans les pays du Nord, bah, ils vont voir leur médecin, ils prennent des shots de vitamine D, mais on est tous assez mal barrés en fait. Et en fait, c'est notre arrogance, notre hubris qui fait que nous allons conquérir la nature. En fait, on n'est encore que des petits singes, hein, on n'est pas super évolué. On a encore beaucoup de potentiel d'évolution, à mon avis. On est des êtres hyper imparfaits. C'est pour ça aussi que je ne crois pas dans le fait que l'homme ait été fait par un dieu, parce que soit Dieu il est très minable et il nous a fait assez nuls, quoi. Je veux dire, on doit faire caca, tous ces trucs. Je veux dire, on a des hémorroïdes, enfin, voilà, je veux dire, c'est quoi le Dieu qui a ce sens de l'humour pervers? Ou alors c'est qu'il n'y a pas de Dieu, quoi. Ou alors on est juste un singe évolué et on a encore de la marge, quoi. Bref, donc voilà. Ça c'était pour où est-ce que vous pouvez être. L'important c'est que vous vous adaptiez en fonction de votre vos besoins, de là où vous êtes heureux, là où vous connaissez les gens, là où vous vous sentez bien, là où vous pouvez répondre à cet élément de la base autour du arbre. Donc tout va bien. Donc on me dit, est-ce que c'est bien le Québec, est-ce que c'est bien l'Argentine, est-ce que c'est bien la Finlande, est-ce que c'est bien la Norvège, est-ce que c'est bien la Suisse, est-ce que c'est bien l'Australie, est-ce que c'est bien la Nouvelle-Zélande? Ouais, vaut mieux vivre en Nouvelle-Zélande qu'en France, c'est sûr. Je veux dire, vivre en France, surtout à Paris, à Londres, ouais, c'est mieux d'être en Suisse. Mais ensuite, si vous habitez dans le centre de Zurich, en Suisse, vous êtes moins bien que si vous êtes en Corrèze ou dans le Larzac ou dans un autre endroit en France. Donc on ne peut pas faire des généralités. C'est vraiment, et c'est ce que je fais avec chacun de mes clients en fonction d'une euh, d'une localité géographique par rapport à un besoin de vie particulier qui est unique à lui ou à cette famille en question, et par rapport à des besoins et par rapport à toutes sortes d'autres contraintes sociales, climatiques, etc., eh bien, j'essaie d'adapter une stratégie et j'essaie de conseiller sur, euh, sur ce qui est possible, etc. Alors, est-ce que l'on trouverait des ressources de nourriture dans les insectes? Oui, bien sûr, je pense que les insectes, c'est une excellente source de nourriture. Beaucoup de cultures dans le monde mangent des insectes. Je pense que c'est très bien. Est-ce que j'ai déjà mangé des insectes volontairement et en faisant exprès? Même en ayant beaucoup travaillé en Afrique, pas trop. Euh, les crevettes, c'est des fruits de mer, c'est une sorte d'insectes. Les grillons, est-ce que ça compte comme insecte? J'ai mangé une fois les sauterelles, pas mal. Grillé, salé, bon, c'était un peu des chips, quoi. Au Burkina Faso, je crois, c'était ça. Voilà. Oui, on peut manger des insectes. En tout cas, c'est pas la solution pour la nourriture dans le monde. Je pense on est au-delà de toute solution de nutrition pour 8 ou 9 ou 10 milliards d'êtres humains, hein. Mais en tout cas, oui, les insectes, c'est bien. Je pense que c'est très bien. Il faut apprendre, il faudrait tester. Je testerai volontiers. Alors, voilà, je vais passer cette question-là. Voilà, je vais faire une petite pause. Ça fait déjà 1 heure que je parle. Vous voyez, c'est devant un écran, j'arrive à parler longtemps. Moi, je fais ça pour vous. Voilà, donc je vais faire une autre série de questions dans un petit moment. À tout à l'heure.